scientifiques, on aime bien faire ça. On a récupéré une partie de ce thé et on s'est fait du thé, et on l'a fait infuser, on a regardé. Et les évaluations de dose qu'on a fait mesurer montrent qu'en gros, pour prendre 1 millisievert en dose avec ce thé, il faut en boire 4000 litres. Si vous buvez 4000 litres, je pense que vous allez avoir d'autres problèmes que ça. Donc tout ça pour vous dire que finalement, si vous êtes fan de thé, vous pouvez continuer, en tout cas dans ces niveaux-là, ça ne présente pas de danger particulier pour la santé. En fait, quand je disais qu'il n'y avait pas de risque alimentaire à consommer des denrées provenant de différentes préfectures en variant sur l'alimentation, c'est qu'en fait, même si parmi les denrées achetées, il y a des denrées qui présentent des niveaux de radioactivité un peu plus élevés que les autres, eh bien en fait la consommation ponctuelle à des niveaux de radioactivité un peu plus élevés n'a pas d'incidence en termes de risque pour la santé. Oui, mais vous partez sur le principe que c'est ponctuel. On est censé rester là un certain nombre d'années, donc les gamins, ils vont en avaler tous les jours. C'est ça qui nous intéresse. Sur le ponctuel, on est bien rassuré. C'est en chronique, tous les jours, sur les 5 ans à venir. Qu'est-ce qu'on fait avec les petits? Quand on a plus de 40 ans, on sait qu'on risque pas grand-chose, mais nos mômes. En fait, je dirais, on base notre appréciation aussi sur les mesures qui sont réalisées quotidiennement par les autorités japonaises et qui montrent des niveaux de contamination de plus en plus faibles. Donc je dirais, c'est aussi dans le temps, la voie alimentaire va perdre de son importance par rapport à l'exposition externe. La succession des cycles de production des cultures végétales fait que la radioactivité va être de plus en plus faible dans ces productions. Au départ, on avait des productions qui ont été contaminées par les dépôts directs de l'accident. Aujourd'hui, on est sur des cycles de production où la contamination, elle passe par le sol. Donc elle se dilue dans la contamination du sol, passe par le système racinaire, et donc on a des facteurs de... Oui, ça peut être autour de 100 entre la contamination initiale et ce que l'on peut observer aujourd'hui. Et puis, dans le temps, je dirais, les pratiques agricoles vont aussi concourir à réduire cette contamination. Par exemple, s'il y a un labour qui est pratiqué sur un sol avant mise en culture, ça va aussi contribuer à diluer la radioactivité. Ça ne va pas l'extraire, mais elle sera diluée dans la couche de sol. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi des actions humaines. À Tchernobyl, il y a des actions qui ont été menées sur les parcelles contaminées. Par exemple, la mise d'engrais sur ces parcelles concourt aussi à limiter la mobilité de la radioactivité. Par compétition, par exemple, le césium est un analogue du potassium. Donc si on apporte des engrais potassiques sur une parcelle, il va y avoir compétition entre le potassium et le césium, et donc ça va limiter les transferts vers les plantes. Donc je pense que les autorités japonaises n'en sont pas encore au stade où elles réfléchissent à des stratégies de reconquête des terres agricoles, mais c'est dans une logique de gestion post-accidentelle. Pour les produits de la mer, pour les produits de la mer, parce qu'on est parti de légumes, etc., mais ici, quand même, l'alimentation est vraiment basée sur quoi? Pour ça, est-ce que vous avez un peu plus de précision quand même dans le temps ou dans le long terme? C'est le phénomène elle-même, en fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il faut distinguer, je pense, plutôt ce qui va être coquillages, qui eux nagent pas par rapport aux poissons et qui agissent un peu comme des filtres, parce que c'est le mécanisme de ce genre de ces coquillages qui concentrent la radioactivité. Et là, de la même manière, les normes s'appliquent et donc des mesures seront réalisées dans le temps. Et quand elles sont en dessous de ces normes, elles sont commercialisables parce qu'effectivement, l'impact sanitaire est d'autant plus faible. Donc ça fonctionne comme le végétal. C'est à surveiller, c'est un milieu à surveiller comme les autres, au même titre que les productions animales et autres, c'est-à-dire typiquement de la viande. Et le poisson, alors le poisson, effectivement, c'est plus compliqué à comprendre parce qu'il a le mauvais goût de se déplacer et de ne pas obéir aux zones d'interdiction. Donc effectivement, là c'est à la sortie, c'est en gros au niveau du port de pêche qu'on peut être en mesure de contrôler le niveau de contamination de ces denrées-là. Une question sur la conception des installations. Est-ce qu'à 40 ans, on a manqué un peu de précaution en ne doublant pas les installations électriques, en allant un peu trop vite, en n'éloignant pas les installations de la mer, etc. Que pensez-vous du manque de précaution de l'époque?
Disons que effectivement, la sûreté nucléaire progresse et notamment, si je peux faire un analogue avec des installations équivalentes qui sont installées aux États-Unis, celles-ci ont subi un certain nombre de transformations ces dernières années que les installations japonaises n'ont pas eu. En termes de conception, effectivement, elle était en regard de la sûreté nucléaire de l'époque, mais c'est des choses qui évoluent dans le temps, c'est-à-dire qu'une installation vit, et on la fait progresser en termes de sûreté dans le temps, c'est le principe qui s'applique partout dans le monde, c'est vrai aussi au Japon. Il y a des évolutions qui ont été faites sur ces installations, pas de manière uniforme sur l'ensemble du parc dans le monde, mais sur les doublement des installations électriques, typiquement, effectivement, je pense que les groupes de secours, peut-être au-dessus du niveau de la mer, c'est quelque chose auquel ils auraient pu penser et faire. Je vais vous donner un autre exemple qui est malheureusement arrivé à Fukushima, c'est qu'au soir de la première journée, ils avaient plus d'une dizaine de groupes de secours qui étaient à l'entrée du site, qui ont été livrés notamment par l'armée américaine ou par les forces d'autodéfense. Ils n'ont pas été en mesure d'en connecter un seul pour deux raisons. Certains n'avaient pas les bons câbles, bon ça c'est dommage, mais ceux qui avaient les bons câbles, en fait, tout simplement, les tableaux électriques sur lesquels les connecter étaient sous eau. Donc, quand bien même on aurait ramené non pas 10 groupes électrogènes, mais 100, ça n'aurait pas changé le problème, parce que leurs tableaux électriques avaient été noyés. Alors même s'ils étaient plus sous l'eau, ils avaient été trempés, et donc inconnectables. Donc typiquement, dans les évolutions de la sûreté qui vont naître dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est très certainement de penser d'une part à des groupes ultimes de secours pour fournir du courant, c'est une chose, mais également aussi à des systèmes d'alimentation électrique de secours, et d'avoir non pas une seule zone avec des tableaux électriques, mais d'avoir moyen de mettre un appoint à l'endroit où il le faut à la pompe directement, au cas où ces tableaux étaient soit détruits, soit mouillés. Donc effectivement, voilà, la sûreté est quelque chose qui évolue dans le temps, et les installations